Deuxième loi de la thermodynamique. Il est impossible de convertir complètement la chaleur dans un processus cyclique. Le niveau -5 est infini et comprend 5 biomes uniques. La forêt pétrifiée ressemble à une forêt morte avec une couverture nuageuse constante, semblable à un jour ouvert. Le terrain ressemble à celui des frontrooms avec une couche de terre simple, des collines et quelques montagnes qui parsèment le paysage. Le cycle jour-nuit du niveau dure 2 heures avec des jours et des nuits d'1 heure. Pendant la journée, les entités présentes sur ce niveau sortent des cavernes. Chaque nuit, la couverture nuageuse se dissipe pour révéler un ciel vide, à l'exception d'une lune, semblable à celle des frontrooms. Cette lune passe rapidement d'un cycle à l'autre au cours de la nuit, à raison d'un stade toutes les 10 minutes. La théorie veut que le cycle rapide de la lune et les variations de la luminosité effraient les entités souterraines. Si un glitch négatif se produit pendant la journée, le ciel s'assombrit et il se met à pleuvoir abondamment, provoquant la formation de flaques d'eau à la surface du niveau. Les précipitations n'ont cependant pas d'effet majeur sur cette partie du biome. S'il se produit pendant la nuit, le glitch négatif n'a ses effets standards que sur un niveau négatif. Les arbres qui constituent la forêt sont composés d'un matériau gris et pierreux, appelé bois de pierre. Ce bois de pierre, bien qu'il soit composé à 100% de pierre, présente encore une certaine structure semblable à celle des arbres, comme des anneaux et des pores. Les chercheurs pensent que ce niveau accélère le cycle de vie et de décomposition des plantes présentes. Cela est dû à la rapidité de la croissance, de la mort et de la pétrification qui se produit si l'on plante quoi que ce soit dans le sol de ce niveau. Il faut environ 1 heure pour que la plante atteigne son état final. Malgré cette transmutation, les arbres portent toujours des fleurs et des fruits, appelés respectivement gemme-bloom et gemme-fruit. Le nectar appelé nectar de cristal, produit par les fleurs, est incroyablement sucré. Cependant, il est aussi quelque peu acide, et il est donc déconseillé de le consommer. Le nectar, ainsi que l'éclat des fleurs, attire la population locale de Deathmoth qui servent de pollinisateurs de ce niveau. Une fois pollinisés, les gemme-bloom se transforment en gemmes, selon un processus similaire à celui des plantes à fleurs des frontrooms. Ces fruits cristallins ne sont pas comestibles et ne contiennent pas de graines. Ils sont constitués à 100% de minéraux, et ces minéraux peuvent être presque toutes les pierres précieuses naturelles que l'on trouve dans les frontrooms. On ne sait pas comment la forêt se développe, car les fruits n'ont pas de graines. La structure du gemme-fruit correspond à celle des fruits habituellement produits par cette espèce d'arbre, à l'exception de la composition. Il arrive que l'on rencontre une statue en bois de pierre, ornée de gemmules et de gemme-bloom. Ces fruits sont produits par une colonie particulière de ce niveau, pour une raison encore inconnue. Pendant la journée, des oiseaux ressemblent à des corbeaux ou des corneilles des frontrooms. Ils tournent autour des vagabonds et les appellent bruyamment. La nuit venue, les oiseaux semblent disparaître. Ils ne se posent jamais, et toutes les tentatives pour les blesser ou les capturer ont échoué. Pour entrer dans cette partie, être laissé pour mort par une Amara ou un autre de ses semblables dans la toundra abandonnée au crépuscule du niveau -222 a une chance de transporter anormalement les errants ici. Réussir à tomber à travers l'iridescence de l'hiver au niveau -40 a une chance de vous emmener ici. Toucher une planche de bois flottant et glitcher au niveau -4 vous emmène ici. Pour sortir, en écrasant un gemme-fruit rouge sur le sol, les vagabonds sont forcés de passer au niveau -250. Trébucher et faire no-clip dans un arbre en bois de pierre alors qu'il pleut vous mène au niveau -422. Les cavernes de bois sont un ensemble de grottes vastes et étendues, entrelacées de racines de bois de pierre, de la forêt pétrifiée et de racines de charbon de la forêt ardente. Des entrées accessibles existent dans tout biome de surface dans le niveau. Il est accessible par les grandes entrées des grottes de la surface du niveau et comprend la moitié des systèmes de grottes du niveau. Au fur et à mesure que les aventuriers descendent, les couches de terre se transforment en un matériau semblable au bois, qui a été baptisé bois de terre. Le bois de terre se comporte comme un bois dur typique des frontrooms, sauf qu'il est immunisé contre les flammes, n'a pas tendance à absorber les liquides et ne pourrit pas. C'est le matériau principal dont sont faites toutes les grottes de ce niveau. Un autre matériau étrange dans cette section est un matériau ressemblant à de la taffeta, appelé calorite. La calorite est molle, comestible et contient beaucoup de protéines, comme une barre protéinée. Elle a la couleur d'une guimauve légèrement grillée et se trouve dans des dépôts de minerais sur les parois de la grotte. Elle peut être récoltée à la main, mais plus rapidement à l'aide d'outils. L'autre particularité de ce biome est la présence de grands mares de liquide dans toute la grotte. Ces bassins peuvent devenir n'importe quel liquide originaire des backrooms, ainsi que certains liquides partagés entre les frontrooms et les backrooms. On y trouve de tout, de l'eau d'amande, du liquide penne, et ces liquides sont relativement purs et non contaminés. En tant que tels, ils sont à peu près aussi sûrs à boire que prévu. Il est intéressant de noter qu'au fond des cavernes, des fissures dans les murs de la grotte
laisse lentement s'échapper de petites quantités de corruptionnite liquide dans l'environnement, qui se déverse souvent dans d'autres fissures vides dans les murs de la grotte. On ne sait pas d'où vient cette matière, ni où elle va, mais c'est la seule source de corruptionnite dans le niveau, car elle n'apparaît pas sous forme de grandes flaques, comme tous les autres liquides. Il est étrange que cette matière, associée au niveau les plus instables des backrooms, apparaisse dans un niveau qui semble plutôt stable. On suppose qu'elle est présente dans ce niveau, en raison des propriétés anormales de... Lorsqu'il pleut à la surface, les cavernes de bois s'inondent complètement, fermant les entrées avec de grandes mares de liquide. Ce liquide est un mélange d'eau de pluie et de tout autre liquide des cavernes de bois. Ce mélange est hautement toxique, car plusieurs de ses composants le sont, comme le liquide penne ou l'eau de cajou. Il est conseillé d'évacuer les souterrains le plus rapidement possible si l'on détecte de la pluie, ou si l'on entend des bruits d'eau. Les Deathmoths se perchent la nuit à l'entrée des cavernes, et elles recherchent le nectar de cristaux pendant la journée. Elles sont attachées à leur territoire, et attaquent les vagabonds qui le traversent la nuit. Dans les cavernes de bois, on peut trouver des mares d'eau, contenant la peste de l'hydrolytisme. Vous pouvez entrer ici en empruntant un toboggan blanc, au niveau -37, ce qui transporte anormalement le vagabond ici. Atteindre la fin d'une trade cycle au niveau 455 a la possibilité d'envoyer le vagabond ici. Les portes de style médiéval étiquetées -5 trouvées au niveau -1000 mènent à ce biome. Nos clippés dans une veine de calorite mènent au niveau 117. Nos clippés à une surface de bois de terre permet d'accéder aux zones montagneuses du niveau -44. Sauter sur une mare de glace vous mène au niveau 394. La forêt ardente est un second biome forestier à la surface de ce niveau. Cependant, contrairement à la forêt pétrifiée, elle est assez dangereuse. En effet, comme son nom l'indique, la forêt est souvent en feu. La forêt ardente est constituée d'arbres composés à 100% de charbon anthracite, ce qui explique que les arbres brûlent si violemment et si longtemps. Les entités de ce biome sont souvent à l'origine de ces incendies, mais ils peuvent aussi être provoqués par la foudre, qui provient des orages qui se produisent dans ce biome lors du glitch négatif. La pluie de ces orages est anormalement chaude et peut provoquer des brûlures modérées sur la peau exposée. Pendant la journée, le niveau est très chaud et humide et peut provoquer des coups de chaleur chez les randonneurs non préparés. Il est recommandé d'apporter des blocs de glace ou d'autres méthodes de refroidissement pour traverser ce biome. Les entités de ce biome sont très actives pendant la journée et le ciel se couvre d'une brume rouge flamboyante. L'inhalation de la fumée est également un risque important pour les vagabonds. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des masques à gaz ou des équivalents pour ce biome. Cependant, pendant la nuit, ce biome présente une propriété intéressante. Les flammes brûlent à froid, atteignant des températures aussi basses que -270 degrés. Cela signifie qu'au lieu de produire de la chaleur, les feux l'absorbent de manière assez efficace. Pour le reste, les incendies se comportent comme prévu, se propageant et brûlant de la même manière. Il est intéressant de noter que les objets qui seraient froids le jour semblent fournir de la chaleur aux vagabonds la nuit et peuvent être utilisés pour combattre le froid et la sécheresse de l'environnement ambiant présent durant la nuit. L'étendue de cet effet doit encore être testée, mais il semble qu'il s'étend à la plupart des sources au puits de chaleur de ce biome lorsque la nuit tombe. La brume dans le ciel n'est plus d'un rouge profond, mais d'un bleu sombre et glacial. L'inhalation de la fumée reste un danger la nuit. Il ne faut donc pas se sentir en sécurité simplement parce que la température a baissé. Comme les arbres à bois de pierre de la forêt pétrifiée, les arbres à charbon développent des structures semblables à celles des arbres, comme des anneaux. Ils ont également un cycle de vie similaire. Ils grandissent, meurent et se transforment rapidement dans leurs matériaux respectifs. Cependant, les arbres à charbon ne se pétrifient pas, mais se charbonnent. Les charbonniers ont également une méthode de reproduction intéressante. À maturité, les arbres commencent à produire des pommes de pin. Lorsque l'arbre meurt et se charbonne, les pommes de pin subissent également un processus de charbonnage modifié, tout en restant attachés à l'arbre. Les spécimens de ces pommes de pin, arrivés alors à maturité, ont été baptisés Pincol. Les pommes de pin sont constituées d'une enveloppe extérieure de charbon et d'un noyau intérieur à poudre à canon, rappelant de manière intéressante une grenade. Ils fonctionnent également comme une grenade, explosant au moment de l'impact avec le sol, lorsqu'ils sont lâchés par les arbres à charbon. L'élément déclencheur de la chute est la présence du feu, de jour comme de nuit. L'explosion projette sur de longues distances des graines en forme de boulettes intégrées dans la coque du charbon, ce qui contribue à leur dissémination et à une plus grande expansion de la forêt. Le charbon de pin n'est pas cependant que pendant la journée, car la nuit, il tombe au sol sans avoir explosé. Le déclencheur de l'explosion n'est pas seulement le fait de toucher le sol, mais aussi le fait qu'il doit faire jour. Cela a pour effet intéressant de provoquer une grande détonation qui secoue la forêt ardente tous les matins, car tous les pincoles explosent. Il est conseillé d'éviter la zone autour des cônes tombés pendant la nuit, en raison de leurs propriétés explosives pendant la journée. Les éclats d'obus sont également à craindre. On trouve des lighters dans ce biome. Pendant la journée, ils émettent de la chaleur et provoquent souvent des incendies de forêt. Pendant la nuit, ils absorbent la chaleur, mais provoquent toujours des incendies en raison des propriétés anormales du niveau. Il y a une population importante de carbonation, en raison de la grande quantité de carbone présente dans ce niveau, à la fois dans les arbres à charbon et dans l'air. Ces deux types d'entités n'aiment pas quitter le biome de la forêt ardente, car il n'y a pas de matériaux inflammables dans le reste du niveau. Pour entrer ici, tomber dans des puits de plasma
au niveau 963, atteindre la fin du Dreadseek au niveau 455 pour envoyer le vagabond ici. No-clipper aux arbres du niveau 241 vous mène ici. Il est déconseillé d'utiliser cette entrée en raison des propriétés des arbres de ce niveau. Le fait de no-clipper dans un arbre situé au maximum de 2 mètres de la rivière Cromlil au niveau moins 250 pour envoyer le vagabond ici. Cette pratique est déconseillée car elle entraîne une perte irréversible de matière grise et de graves lésions du reste du corps. Demander et prendre un train pour ce niveau au niveau 233 du Nexus Neon vous amène ici. En succombant à une insolation dans ce biome, les vagabonds se réveillent au niveau 82. Rarement, au crépuscule ou à l'aube de chaque jour, les flammes peuvent anormalement diminuer. Pendant cette brève période, on peut rencontrer une raffinerie délabrée. Y pénétrer mène au niveau moins 300. En simulant par le feu et en l'éteignant avec de l'eau, les vagabonds ont une petite chance de tomber inconscients et de se réveiller au niveau moins 110. Le biome des cavernes pourries comprend la deuxième partie du réseau de cavernes, infiniment grand et profond de ce niveau. Il est fait du même bois que les cavernes de bois, c'est-à-dire de bois de terre. On y trouve également des systèmes racinaires provenant des biomes forestiers. Cependant, ce biome fait perdre au bois de terre l'une de ses propriétés anormales. Il peut désormais pourrir et se décomposer. Ce biome est envahi par une pourriture fongique qui semble être une entité en soi. L'air y est épais, humide et lourd de l'odeur de la mort, avec une chaleur douce mais inconfortable. Il est déconseillé de rester dans ce biome pendant de longues périodes, car l'air y est saturé de bactéries et de virus. Si l'on souhaite rester dans ce biome pendant un certain temps sans tomber malade, il est nécessaire de porter des masques. Lors d'un glitch négatif, les cavernes pourries sont inondées, de la même manière que les cavernes de bois. Le même mélange dangereux de liquide submergera les cavernes pourries, les rendant inhabitables. Malheureusement, la pourriture est résistante à ce mélange et peut survivre à l'inondation. La pourriture est le nom donné à l'entité fongique qui a pris le contrôle total des cavernes pourries. Il s'agit d'un esprit de ruche fongique qui utilise des extensions de son corps sous la forme d'un 5 fongique surdimensionné pour patrouiller sur son territoire. Grâce à son réseau mycélien, il peut détecter tout ce qui se trouve dans son domaine et n'a qu'un seul but: se nourrir. Il utilise également le réseau mycélien pour communiquer avec les insectes. Les vagabonds qui pénètrent dans ces cavernes peuvent s'attendre à être attaqués par les insectes fongiques susmentionnés. Les insectes sont assez vulnérables aux armes blanches et aux armes à feu, car leur peau fine peut être facilement percée. Cependant, cette même faiblesse leur confère une résistance au traumatisme contondant, ce qui rend le corps à corps presque inutile. Ils sont presque résistants à l'acide, ce qui leur permet de capturer les Deathmoths qui s'aventurent dans la mauvaise entrée de la grotte. Lorsqu'un insecte a maîtrisé et tué une victime, il l'entoure d'un fil fongique et laisse le cadavre se faire dévorer par les murs pendant quelques semaines. Si les vagabonds rencontrent des masses humanoïdes sur le sol, ils doivent savoir qu'il s'agit de la dernière demeure d'un autre vagabond. Trouvez le seul pylône non sensitif avec une couleur à 25 miles de l'entrée, au niveau moins 250, et no-clipper vous amène ici. No-clipper n'importe où dans les cavernes pourries mène au niveau moins 6. Le firmament est l'espace situé au-dessus de la couche nuageuse de ce niveau. On ne sait pas jusqu'où il s'élève, ni si quelque chose peut y survivre. Cela est dû à un barrage constant de radiations ionisantes, de haute énergie, qui se déversent en haut. Ces radiations causent d'importants dommages au corps des formes de vie non résistantes aux radiations et provoquent des pannes technologiques. C'est pourquoi cette section du niveau a été très peu explorée et on ne sait pas encore si quelque chose d'autre existe au-delà. Heureusement, les radiations semblent s'arrêter à la hauteur des nuages, pour des raisons encore inconnues. Attention, l'accès au reste de ce dossier est verrouillé en raison d'informations classifiées, à moins d'être affectés à l'enquête sur ce biome. Seuls les agents de classe, impresarios ou supérieurs peuvent accéder à cette section. En clair, les informations citées ci-dessous ont été complètement fabriquées et il est essentiel que les informations suivantes restent confidentielles. Ignorez toutes les informations de cette page relative au firmament et à l'application du MEG dans ce niveau. La base du MEG à ce niveau n'effectue pas de recherche sur les matériaux qui s'y trouvent, mais sur ce biome. Le niveau moins 5, par l'intermédiaire du firmament, est intrinsèquement lié à la fois au tissu et aux frontières des backrooms, en particulier le niveau moins 1000. Une fois la couche nuageuse traversée, la surface n'est plus visible. Il en va de même pour les observateurs au sol, qui ne pourront plus voir d'individus qui s'élèvent. La couche nuageuse se comporte comme un rideau, obscurcissant ce qui se trouve au-delà. Dans le firmament lui-même, on trouve d'étranges plateformes flottantes de taille variable, qui semblent être des prismes rectangulaires, blancs au bord noir. Elles peuvent supporter n'importe quel poids, mais on ne sait pas ce qui les fait flotter. Plus on s'élève dans le firmament, plus il devient instable. Des cubes d'électricité statique apparaissent, qui sont très instables. Lorsque les vagabonds entrent en contact avec l'un d'entre eux, ils semblent se dématérialiser. Cependant, il a été confirmé que ces vagabonds ont été transportés vers une liste variable et croissante de niveaux instables, tels que le niveau moins 222 ou l'abîme monochromatique. Inquiétant, des développements récents ont permis de constater que cette instabilité ne cesse de croître. Des cubes statiques ont été observés à des attitudes de plus en plus basses et le rideau de la couche nuageuse s'affaiblit. Alors que l'on pensait que l'instabilité était une caractéristique isolée d'un niveau donné, on a émis l'hypothèse que ces glitches pouvaient se propager d'un niveau à l'autre par une méthode
non encore identifiés. Il semble également que l'influence de ce glitch s'échappe du firmament et traverse le niveau -5 pour atteindre le reste des négatifs. Avec le glitch négatif, la détérioration du niveau -5 semble contribuer à l'effondrement progressif de tous les niveaux négatifs de la MOA -1. Il ne reste plus qu'à espérer que les niveaux 0 et -1000 agissent comme des barrières à cet effet de détérioration, de la même manière que la faille négative. Sinon, les backrooms seront condamnés à se détériorer en un abîme chaotique rempli d'électricité statique. Fixez l'abîme, et vous pourrez vous retrouver à être fixé en retour. Les Cavers sont un groupe mystérieux et insaisissable, travaillant dans l'ombre. Ils semblent humanoïdes, mais tout examen plus approfondi a été empêché par leur nature craintive et la dissimulation complète de toute peau exposée. Ils ne sont connus que par des témoins oculaires et par leurs statues, que l'on peut trouver dans tout le niveau. Ces statues sont faites de bois de pierre, de gemmes et de gemmes-fruits. Cependant, on ne sait pas à quoi elles servent, en dehors de leur fonction de décoration. Et voici qui conclut ce niveau. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il vous a plu. Sur ce, c'était l'aventurier des Backrooms. Bye.